Radio Chablais, 17h L'Actu. Florian Barbet, bonsoir. Bonsoir, en direct de la foire du Valais, vous l'avez dit, ça. 17h L'Actu, évidemment, sa tradition de venir vivre la foire tout au long de la foire, bien sûr, sauf le week-end où on se repose un petit peu quand même. On va parler avec le président du FVS Group dans un instant pour le petit coucou de bienvenue, le premier jour. On parlera aussi de l'école d'agriculture du Valais qui fête ses 100 ans. Nous parlerons du rendez-vous de la mobilité qu'il y a eu aujourd'hui après la pub. Le prix créateur qui a donné son prix coup de cœur à la foire ce matin. Et puis on parlera aussi un petit peu dans le Chablais des travaux de la correction du Rhône qui ont commencé côté vaudois. Ça, on parle du chantier du siècle ou même du millénaire côté valaisan. Côté vaudois, ça sera très important aussi. Et les travaux ont désormais commencé. Ils ont été présentés ce matin et c'est le syndic d'Aigle, Grégory Deveau, qui sera avec nous tout à l'heure pour en parler. Voilà le menu. Voilà, avant de vous présenter les invités qui vont faire cette première partie, le coucou du président. Bonsoir Vincent Cléva. Coucou Florian. Ça va ? C'est merveilleux. Il y a un sourire qui reste constant pendant tous les jours de la foire, mais le premier jour, voilà, il y a quand même quelque chose de particulier. On a pas mal bossé les semaines qui précèdent. On a des doutes ou bien ça roule finalement ? Le jour où on n'a plus de doute, on n'est pas bon. Ou on est mort ? On est mort. 365 jours de travail. Je peux vous dire que les derniers jours... Les 30 derniers, ils sont costauds. Ils sont Ils sont vifs. costauds, mais cette année, ils ont été bien. N'oublions pas qu'on a vécu une pandémie assez importante 2020-2021. Puis l'année passée, c'était très compliqué. On a eu 70-80% de collaborateurs qui étaient nouveaux. Et cette année, avec une expérience d'au moins une année, on a une équipe qui est fantastique, avec une direction fantastique. Et puis on était prêts en heure et en temps, vraiment très bien. Donc on a l'impression que pour le comité qui est là tout le temps, tous les jours, plusieurs dizaines d'heures par jour, oui, c'est des longues journées. On a l'impression que la foire, c'est le moment. Mais non, en fait, vous vous reposez pendant la foire. Le gros du boulot, c'est juste avant, c'est ça ? Alors, la foire du Valais, c'est le moment pour faire tous les contacts, pour aller dire merci aux 15 rendez-vous que l'on a, l'économie, la culture, la mobilité ce matin, la transmission d'entreprise, etc. L'agriculture, nouveau rendez-vous. L'agriculture, le magnifique stand des 120 ans de l'école d'agriculture. 100 ans. Moi, je me projette dans 20 ans. En plus, j'ai vu le nom de mon papa dans l'école d'agriculture qui a fait son diplôme en 1944. Ah, c'était pas à l'ouverture. Magnifique. Horticulteur. Bon. Et puis, c'est le moment de faire le tour. À peu près 10 km par jour, on marche à travers la foire, les membres du comité. Vous avez une montre qui calcule ? Le pédomètre, oui. Oui, vous l'avez ? Absolument. Bon. On vous souhaite une très belle foire, Vincent Cléva. Merci d'être passé à ce micro. On aura l'occasion de parler les rendez-vous majoritairement. On ne les fera pas tous, mais on en parlera pas mal pendant toute cette semaine de foire. Et puis on vous retrouvera certainement vous, Samuel Bonvin, à la fin pour faire un bilan de ce qui s'est passé pendant cette foire. Vous avez un peu une crainte, là. On obtient une dernière question qui me vient. On est dans une période où on ne parle que d'inflation. On est quand même dans une foire commerciale. Il y a un petit stress, là, sur les moyens d'acheter des gens. Alors, le stress, il était les 6 voire 12 derniers mois. Mais avec le retour des exposants, avec le retour du public, les cartes qui ont été achetées de la part des visiteurs, aujourd'hui, je suis très confiant par rapport à ce qui va se passer ces 10 prochains jours. On peut regarder depuis le stand Radio Chablais les sourires des gens. Et puis en plus, on va avoir une météo qui est digne de ce que l'on peut avoir le mieux dans le Chablais. Bon, oui. Très beau. Voilà. Merci à vous, Vincent Cléva. Bonne semaine. Vous passez votre micro et je présente tout de suite nos invités pour cette première partie. Il y a d'abord... allez, je vais laisser discuter avec Vincent. Raphaël Gaillard, bonsoir. Raphaël Gaillard, vous êtes le directeur de l'école d'agriculture du Valais qui célèbre ses 100 ans. On l'a dit, on va en parler bien sûr. Vous êtes hôte d'honneur cette année avec l'école d'agriculture de la foire du Valais. Et puis, une nouvelle journée, on en parlera. Un nouveau rendez-vous, celui de l'agriculture et de l'alimentation. On va aussi parler transport et mobilité avec Philippe China. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du marché suisse romand de carte postale. Vous organisez
Alors c'est l'UTP, hein, vous m'avez expliqué, c'est l'Union des transports publics valaisans qui organise ce rendez-vous de la mobilité et chaque fois c'est un acteur différent. C'est ça, cette année c'est Carte Postale ? C'est exactement ça. Bon, vous êtes venu avec Yves Marclay, le directeur de Région Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on va venir à la mobilité tout à l'heure, mais d'abord l'école d'agriculture, 100 ans, voilà un bel anniversaire. Je suis allé voir votre page internet, Raphaël Gaillard, la page de l'école. La première phrase, et ça sera ma première question, première phrase de présentation, c'est le 13 octobre 1923 que l'école d'agriculture du Valais à Châteauneuf était fondée. À son ouverture, l'école accueillait 73 élèves de sexe masculin. J'imagine que si on précise, c'est pour souligner qu'aujourd'hui on a un poil plus de mixité. C'est surtout qu'à l'époque, il y avait une école ménagère rurale qui a démarré au début des années 2024. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait que des garçons à l'époque et la mixité. La première fille qui s'est lancée et qui a osé franchir les portes de l'école d'agriculture est en 1971. Donc la mixité a dû attendre. Elle a dû attendre, mais aujourd'hui, ne serait-ce que dans la viticulture, on attend alors je ne sais pas si elles sont toutes passées, les vedettes du vin valaisan, si elles sont toutes passées par l'école d'agriculture, peut-être pas. Mais en tout cas, le métier s'est féminisé. Le métier s'est énormément féminisé. Beaucoup de vedettes sont passées chez nous. On a aujourd'hui, je crois que pour l'année 2023-2024, un peu plus de 20% de filles dans les cours de l'ensemble des métiers de l'agriculture. Ah, 20% 20%, et pas uniquement dans la viticulture. La production maraîchère se féminise aussi beaucoup. Et l'agriculture aussi, étonnamment, on a quelques filles qui font l'école d'agriculture en formation d'agricultrice. Comment on se forme à l'agriculture ? Moi, j'ai une intuition comme ça, qu'on se forme sur le terrain, en comprenant le climat, en voyant comment réagissent les plantes. Alors, je provoque évidemment, je sais que c'est plus complexe que ça et que les métiers sont devenus techniques, scientifiques même. Hein. Alors, c'est peut-être un des points forts de nos métiers, c'est que c'est des métiers qui sont hyper riches. Le matin, vous vous occupez du bétail. Après, vous allez vous occuper de votre tracteur. Vous réparez votre tracteur. Vous allez dans vos champs. Vous soignez vos plantes. Vous faites ça la journée. Vous revenez. Le soir, vous faites votre comptabilité. Vous faites votre aspect administratif. C'est un métier où vous passez et vous vous occupez des touristes en plus. Et vous occupez des touristes si jamais, oui. Donc on s'aperçoit que c'est un métier d'une richesse et d'une palette absolument impressionnante. Cet aspect-là, le tourisme, on en parle souvent, hein, que les agriculteurs, avec les agritourismes, mais pas seulement avec la montée des produits du terroir, doivent apprendre à se montrer, à ouvrir leurs portes. Cet aspect-là, il est abordé à l'école d'agriculture ? Alors bien sûr qu'à l'école d'agriculture, on aborde cet aspect-là, on l'aborde de manière très faible parce que les objectifs de formation viennent de Berne, donc on a une marge de manœuvre pas très grande. Mais l'agriculture participe aussi au tourisme avec l'entretien du paysage, le fait qu'on ait nos alpages qui soient broutés. Si je prends le Val d'Illier, si ces alpages ne sont pas broutés, ne sont pas entretenus par les agriculteurs, j'ose pas imaginer le visage du Val d'Illier, qui est une région exceptionnelle. J'aime beaucoup quand mes invités font l'effort de rendre chablaisienne leur réponse. Ça, c'est très très bien, Raphaël Gaillard, bravo. Bon, je quitte la plaisanterie. J'ai remarqué que dans le monde médiatique qui est le mien, mais à très large échelle, hein, partout dans le monde, je ne sais pas, mais en tout cas en Europe, on parle surtout des agriculteurs qui abandonnent le métier. Hein. On dit, voilà, ils sont nombreux à abandonner le métier, à se décourager. C'est très dur, on le sait. On ne parle pas souvent de ceux qui y vont, en fait. Vous avez du mal à recruter de nouveaux élèves ou les effectifs viennent assez naturellement ? Qui sont-ils, ces jeunes gens qui se lancent dans cette aventure ? Alors, c'est une question assez large. On a plein de profils différents, de personnages types différents. On a des fils d'agriculteurs qui reviennent, où pour eux, leur voie est quasiment tracée. Et puis, on a des gens qui... Une reprise de domaine. Une reprise de domaine derrière. On a des gens qui viennent par passion, parce que c'est vraiment un métier passion. Et c'est un métier qui offre de l'émotion. Et on a beaucoup de gens qui viennent aussi par ce biais-là, pour faire partie du monde agricole de demain. Il faut de la conviction, hein, parce que, encore une fois, ce qui ressort, je ne vais pas critiquer les médias, ma foi, c'est comme ça, mais ce qui ressort, c'est la difficulté du métier. Hein, aujourd'hui, c'est plus tellement son aspect essentiel, pourtant il l'est, mais on entend surtout parler de l'incroyable difficulté du métier. Ils sont convaincus quand ils arrivent ? Mais je pense qu'ils sont conscients que le métier est difficile, mais ils sont tellement passionnés que la passion permet de passer par-dessus toutes les épreuves. Et je crois que c'est ça le plus fort dans nos métiers. C'est qu'on a cette passion et cette envie d'offrir aux gens le plaisir d'avoir un bon plat, d'avoir une bonne viande, d'avoir un bon légume, d'avoir un excellent vin,
à table. Si vous avez à offrir ça là, aux gens, vous avez déjà, c'est une grande partie de votre salaire. Aujourd'hui, enfin non, pas aujourd'hui, lundi. Lundi, il y a ce nouveau rendez-vous de la Foire du Valais. C'est le rendez-vous donc que vous organisez cette année, mais c'est destiné à durer. Alors cette année, on a proposé cette thématique de l'importance des produits agricoles locaux dans la notoriété d'un territoire. On va y venir. On va y venir. Alors c'est une première. On a eu cette idée avec les 100 ans de l'école et on aimerait bien pérenniser ce rendez-vous-là. On le fait en collaboration avec Agrovina. Les discussions vont commencer, je pense, d'ici 10 jours quand les portes de la Foire du Valais se fermeront. Alors justement, l'importance des produits agricoles locaux dans la notoriété d'un territoire. On parlait à l'instant de l'importance de l'agriculture dans le tourisme par les paysages, c'est l'aspect que vous avez abordé. Il y a les produits du terroir aussi qui reviennent maintenant en force dans l'argumentaire même du tourisme. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Un agriculteur a envie de vendre du rêve, de vendre du plaisir, de se marier aussi avec l'alimentation, avec la restauration. Sur Châteauneuf, on a quand même un objectif d'avoir d'ici quelques années tous les métiers de la bouche qui sont réunis sur le site de Châteauneuf. Donc vraiment aller de la fourche à la fourchette. Et puis ça, c'est vraiment un élément qui Qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Qu'il y aura des gens qui feront leur apprentissage aussi de restaurateurs, leur formation? On va former d'ici quelques années les boulangers, les bouchers, les cuisiniers, les gens du service aussi sur le site. Extension importante. Extension très importante, vraiment venir un pôle de l'agriculture et de l'alimentation. Et je crois que c'est important aussi de passer par cette journée, montrer cette relation entre ces deux thématiques qui sont très très importantes. Aujourd'hui, le monde du tourisme, on le sait, il a compris à travers l'imagerie qu'il y a quelque chose. Alors, il y a quelques symboles en Valais, il y a les moutons noirs, il y a les vaches d'airain, etc. Il y a les produits. Est-ce que le monde du tourisme a compris? Le monde agricole, il a compris, lui, l'importance de cette mise en avant? Mais je crois qu'il l'a compris. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui sont intéressés à ces AOP, à ces IGP, parce qu'ils savent aussi que ça passe par là, que leur salut passe par là pour mettre en valeur des produits d'exception, qui ont une histoire, qui ont une âme dans une région. Et puis on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas faire... Si on faisait du lait, on ne serait pas concurrentiel. D'amener nos fromages à raclette, et là je reviens sur le Val-Lilier. Il faut faire de la spécialité. Voilà. Ouais. Si je reviens sur le Val-Lilier, je pense que si vous planchez sur les 30 dernières années du Val-Lilier, vous voyez bien le changement qu'il y a eu pour apporter de la plus-value sur son exploitation. La Cavagne, qui est le symbole de ce développement à la fois économique, mais le développlement des consciences aussi. Ensemble, on est plus fort, etc. Merci à vous. On vous sent optimiste en tout cas, ça fait plaisir, Raphaël Gaillard. Merci beaucoup. Il y aura beaucoup de choses pour les 100 ans. Il y aura beaucoup de choses pour les 100 ans. Il y aura quelques dégustations sur nos stands. Puis ça me fait énormément plaisir d'avoir participé à cette émission, puisque 2 de mes anciens élèves, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure dans vos titres, vont passer après moi, vont me succéder, Misaël Eker et le Grégory Deveau, qui ont passé à l'école d'agriculture. Donc c'est un beau symbole cette émission d'aujourd'hui. Donc merci à vous. Excellent, merci. À vous, Raphaël Gaillard. Et rendez-vous à notre stand. On vous accueille avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. Voilà, passez votre micro à Philippe China. Philippe China et Yves Marclay, donc ils sont là pour nous parler d'un autre rendez-vous qui s'est déroulé aujourd'hui. Celui-là, le rendez-vous de la mobilité, il a eu lieu ce matin. Le thème m'a appelé, messieurs. Là, je dois vous dire, je parlais d'inflation tout à l'heure avec Vincent Cléva. Le juste prix des transports publics. C'est vrai que, on va peut-être commencer avec vous, Yves Marclay, peut-être grâce aux primes d'assurance maladie, on parle moins du prix des transports publics dans la campagne électorale des élections fédérales. Mais je pense que pour beaucoup de monde, l'abonnement général à 4 000, c'est une sorte de seuil symbolique qui fait mal. C'est le thème courageux que vous avez choisi cette année. C'est juste, c'est un thème très courageux. C'est aussi pour montrer que nous, transporteurs, on est quand même conscients que le pouvoir d'achat des familles est important, que même 3 999 francs pour cet abonnement général en 2e classe, c'est cher. Et c'était aussi un petit peu l'occasion de s'y pencher très fortement aujourd'hui, de savoir un tout petit peu si on ose parler de gratuité, si on a le droit d'y parler, et d'entendre un peu quel était le juste prix des transports publics. Mais c'est une thématique très très importante pour nous. Bon, Philippe China, parler de gratuité, c'est parce qu'il y a beaucoup de textes qui partent du moins dans les cantons et à l'échelon de la Confédération pour des transports publics privés. Ils viennent plutôt du côté gauche dans les arguments de cette campagne électorale.
On le sait que les transports publics sont de toute façon, peut-être même avec cet abonnement à 4 000 et les prix des billets, on est au-dessus de toute façon du prix réel, on est en dessous du prix réel, ça on le sait. Mais on voit des pays, l'Autriche, l'Allemagne, la France, on nous dit bientôt l'Espagne, qui arrivent à des abonnements qui sont réellement incitatifs pour que les gens aillent dans les transports publics. Pourquoi on ne fait pas ça en Suisse? Est-ce qu'on arriverait à le faire? Bon, la question du prix du titre de transport, elle est aussi différente selon la perspective. C'est-à-dire que l'utilisateur, le voyageur, lui, il a ses besoins, il doit aller d'un endroit à l'autre, plus ou moins régulièrement, il a des loisirs, il a des attentes. Et puis de l'autre côté, on a besoin de financer un système de transport public avec un équilibre aujourd'hui qui est à peu près de 50% de revenus basés sur les gens qui payent leur titre de transport et 50% sur les subventions, donc les fonds des pouvoirs publics. Je pense que c'est surtout une volonté. Les impôts, hein, voilà, faut oui, le rappeler. Ouais. Donc c'est un peu poche gauche, poche droite finalement. Mais je crois que la résultante, ou ce qu'on a surtout discuté ou entendu aujourd'hui, c'est que rien n'est tout noir ou tout blanc, et que finalement ce qui est prédominant, c'est les choix politiques qu'on veut faire. C'est comment est-ce qu'on veut inciter les gens à changer de comportement, changer de façon de se déplacer, et donner des incitations au travers des tarifs des transports publics. C'est un moyen qui est utilisé plus ou moins par des élus ou prôné par certains partis que par d'autres. Qu'est-ce qui coûte si cher dans les transports publics, Yves Marclay? Les voies de chemin de fer, je vais être naïf, hein, les voies de chemin de fer, elles sont là. Alors bon, de temps en temps, il faut renouveler les locaux, les wagons, d'accord, mais qu'est-ce qui coûte si cher? Vous entendrez bien que les voies de chemin de fer, même si elles sont là, elles n'ont pas une durée de vie limitée. De nos jours, on a toujours galvaudé notre idée d'améliorer l'offre. On le voit aussi chez Régional. On a essayé ces dernières années à passer à la cadence à la demi-heure, augmenter le nombre de trains, les fréquences. Les trains deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus équipés, que ce soit de l'information voyageur, mais aussi des équipements de confort. Et justement, tout ça a aussi quelque chose de beaucoup moins sexy qu'un développement, mais ce qu'on appelle le maintien de la substance. 30 ans pour une voie, 25 ans pour des trains. Il faut aussi simplement renouveler l'existant. On a un système qui est quand même hautement complexe. Et là, je vous donne que le haut de l'iceberg. Ouais. Mais il y a une phrase qui m'a intéressé dans le petit argument du rendez-vous de la mobilité sur le site de la foire. La pandémie a changé les habitudes d'utilisation des transports publics, je l'entends, et incité la branche à proposer de nouveaux produits. Celui qui veut répondre répond. Je ne sais pas à qui adresser ça, mais de nouveaux produits davantage en adéquation avec les attentes et les besoins des voyageurs. Un train, ça va d'une gare à une autre, on peut changer les horaires, mais quels sont ces nouveaux produits, Philippe Tchina? Par exemple, on ne va pas en faire une liste. Les communautés tarifaires fribourgeoises et vaudoises qui ont proposé de les produits, nouveaux abonnements. Plutôt lié à la tarification. Ouais. Voilà, mais de nouveaux abonnements qui sont valables 100 jours ou 150 jours. Et en fait, 100 jours, c'est je voyage 2 jours par semaine, 150 jours, je voyage 3 jours par semaine. Et ça, c'est la réponse au télétravail. Finalement, si je peux travailler 2 jours par semaine depuis mon domicile, du coup, j'ai peut-être plus besoin de payer, entre guillemets, 5 alors jours qu'avant, c'était l'abonnement général ou rien. En gros, si on voulait un abonnement pérenne qui est complet. Donc, c'est aussi le devoir de la branche des transports de s'adapter et de trouver des produits, des titres de transport qui puissent être suffisamment attractifs pour que les gens le prennent. Ce qu'on a entendu aujourd'hui aussi, qui est très important de dire, c'est que à la base, comme j'ai dit tout à l'heure, un titre de transport ou le transport public est financé à 50% par les pouvoirs publics. Ça veut dire que vous avez déjà, en tant qu'utilisateur, vous avez déjà 50% de rabais avant même de réfléchir si vous prenez un demi-tarif ou si vous prenez un abonnement de parcours, etc. Et voilà. De rabais financé par les impôts quand même, on le rappelle. Exactement, bien sûr, ça tombe pas de nulle part. Mais je rappelle aussi, pour donner juste 2-3 chiffres, c'est que le prix du transport public, c'est que un bus normal, tel qu'on se l'imagine, ça coûte 400 000 francs. C'est pas le prix d'une voiture. Une voiture voyageur ferroviaire de 2e classe, c'est plus d'1 million de francs. Donc on est aussi sur des investissements. C'est même pas la locomotive. Voilà, exactement, qui sont très très importants. Je vois Yves Marclay qui lève les yeux. La locomotive, ça coûte combien une loco? Rapidement. Un train comme Régional, on est à 8 millions à peu près. 8 millions la loco. L'investissement, exactement. Bon, merci à tous les deux d'être passés dans cette émission pour évoquer ce rendez-vous de la mobilité qui a eu lieu ce matin. Radio Chablais, 17h l'actu.
Voilà, nous poursuivons et terminons cette émission en direct de la Foire du Valais avec deux sujets. Le premier, c'est le prix créateur qui a délivré aujourd'hui. Alors, le prix créateur, c'est pas maintenant, hein, mais c'était ce printemps. Mais il y a eu le prix coup de cœur du jury, enfin, coup de cœur d'un jury, on va l'expliquer, qui a été délivré ce matin à la société What Anywhere, dont on va reparler un petit peu avec vous. Misaël Ecker, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc membre, voilà, je ne l'ai pas noté. Je suis membre de la direction de Promotion économique Valais. Promotion économique du Valais, un des partenaires majeurs du prix créateur BCVS. J'y reviens, mais je présente Grégory Deveau d'abord. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Voilà, Grégory Deveau, vous venez nous parler d'un sujet hors foire. J'ai profité du fait que vous êtes venu répondre au quiz de Cyril tout à l'heure pour vous inviter, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse extrêmement importante pour le Chablais, le début des travaux de la 3e correction du Rhône dans le Chablais vaudois. On l'évoquera avec vous. Bon, ce prix coup de cœur, Misaël Ecker, c'est le prix que vous décernez finalement à un de ceux qui n'a pas eu le prix créateur. Hein. Celui-là, je le disais, il a été délivré à ce printemps. Mais vous prenez les anciens finalistes et vous leur dites, voilà, vous allez faire un jury et choisir un candidat qui n'a pas eu le prix. Voilà, c'est juste, en fait, les finalistes qui participent au prix créateur, du moment que l'édition est terminée, ils vont intégrer le club des anciens finalistes. Et ils ont l'opportunité, une fois par année, de voter pour le deuxième projet, si on peut l'ainsi appeler, et délivrer le prix coup de cœur. Alors, ça met l'idée de réseau, hein. Ce club, il fonctionne. C'est une façon de le raviver, ce prix, où il y a réellement un réseau qui s'est mis en place, qu'on pourrait appeler un réseau d'innovation, hein, puisqu'après tout, c'est le sens même de ce prix créateur. Alors, c'est un réseau avec les organisateurs que sont la Banque continentale du Valais et Promotion économique Valais qu'on essaye d'entretenir. Évidemment, certains projets n'ont pas réussi et puis on a perdu un petit peu de vue leur porteur de projet. Par contre, certains sont très investis et on continue à avoir des contacts avec eux réguliers. Et puis ça nous permet aussi de voir l'évolution des projets. Et en ce sens-là, c'est très intéressant. Alors ça, c'est un des aspects intéressants justement de ce prix, hein, c'est qu'il y a une aide financière, mais il y a aussi un suivi, il y a une aide en prestations, en somme, hein, en service pour aider le gagnant à trouver son marché, à peut-être affiner son business plan, etc. Cet aspect-là, pour ceux qui n'ont pas gagné, mais il y a aussi quelque chose qui se met en place, on s'entraide. On se rend compte qu'au travers des aides qui sont mises à disposition, hein, le prix créateur c'est 10 000 francs cash et 15 000 francs de prestations de coaching, mais il y a une valeur ajoutée qui consiste à la mise en lumière des projets. On se rend compte que depuis le lancement du prix créateur en début d'année, au mois de janvier, jusqu'au mois de septembre, respectivement au mois d'octobre maintenant, les projets sont mis en lumière. Ils sont mis en lumière de manière différente, mais au travers des médias, hein, que vous-même vous portez. Ce sont des articles de presse, ce sont des reportages radio, ce sont des reportages télévision. Et c'est finalement peut-être cette visibilité qui est d'autant plus intéressante pour les porteurs de projets. Bon, What Anywhere, c'était un des finalistes de cette année. Il y en avait deux, hein, qui étaient sur le champ de l'énergie, hein, sujet d'actualité économique et politique du moment. C'est celui-là qui a eu le prix. Rappelez-nous rapidement ce qu'ils font. Donc What Anywhere, c'est la production d'électricité en étant hors du réseau, par la transformation d'éthanol, et de cette manière, ça permet de venir de manière subsidiaire, par exemple pour une commune ou d'autres infrastructures qui devraient avoir une coupure de courant momentanée. Avec voilà, c'est des containers, hein, c'est des gros moyens de production d'énergie propre. Voilà, exactement. Et puis on est dans cette thématique, hein, dont vous venez de parler, cette durabilité. Et on avait effectivement ce deuxième projet qui était porté par l'entreprise Bulle Électricité issue du Chablais. Bon, l'année prochaine, c'est le 15e anniversaire. Ça sera l'occasion d'un bilan particulier sur l'exercice ou édition normale? Alors le prix créateur, une des forces peut-être, c'est d'évoluer, c'est aussi d'innover, hein, et venir avec des nouvelles propositions. Et puis là, pour la 15e édition, on va faire une édition anniversaire et on va faire encore un petit brainstorming pour voir ce qu'on va mettre dedans. Pour voir ce qu'on va mettre dedans, mais les idées sont là et puis les idées innovantes sont là. Et en tout cas, les inscriptions, enfin l'ouverture est faite aux futurs candidates et candidats qui aimeraient déposer leur projet. On rappelle que ça peut être un projet neuf ou un projet innovant d'une entreprise déjà existante. Enfin, une entreprise neuve ou entreprise déjà existante avec un projet neuf.
Tout à fait. Les projets, vraiment, l'idée doit avoir moins de 3 ans. Par contre, ces projets peuvent être portés par soit des individus, des entreprises qui sont en création actuellement, ou alors des entreprises bien établies. Et puis je profite encore pour donner un petit clin d'œil, mais on se rappelle qu'en 2020, c'est un projet chablaisien qui avait été lauréat. Hein. C'était l'entreprise Zollinger Bio qui a des produits maintenant ici à la Fort-du-Valais. Cette entreprise sous l'appellation Zizania. Donc le Chablais est quand même bien représenté dans le prix créateur. Voilà, il y avait un finaliste d'ailleurs cette année, Buller Électricité. On les avait reçus tous ce printemps pour la finale. Merci à vous, Misaël Ecker. On va terminer avec vous, Grégory Deveau, syndic d'Aigle. Alors, voilà, on a énormément parlé de Ronde 3 côté valaisan, il y a même eu une votation. On en a un peu moins parlé côté vaudois, mais évidemment, il y a toute une portion du Rhône sur quelques dizaines de kilomètres qui concerne le canton de Vaud. Il y a eu des débats moins nourris, mais qui étaient quand même importants sur les terres agricoles, l'élargissement du fleuve, la philosophie. Ouais, c'est un long fleuve qui n'a pas été tranquille. Effectivement, depuis plus de 20 ans, ça fait 23 ans finalement que cette idée de troisième correction du Rhône a été lancée. Et puis, effectivement, d'abord sur la question des emprises sur les terres agricoles, puis sur les emprises forestières, puis sur un peu comme en Valais, sur la nécessité réelle d'élargir le Rhône plutôt que de procéder à des approfondissements. Toutes ces discussions ont été faites, il y a eu beaucoup d'analyses. Et puis au final, l'évolution fait que le projet aujourd'hui démarre. Réellement, c'est le but de cette journée, c'est le démarrage des travaux, du concret. On dit toujours il faut du concret, après 23 ans on me dirait c'est le moment, en tout cas dans le Chablais. Et puis là, on est plutôt satisfait. Il faut 10 ans à peu près pour n'importe quel projet public, d'une crèche à une école. Long. On peut se dire que la correction d'un fleuve, 23 ans, c'est pas si long que ça finalement. Grégory Deveau, on va pas refaire le match sur les arguments pour contre. Il y a quelque chose qui doit parler au syndic d'Aigle que vous êtes. C'est que cette correction, elle va protéger Aigle, en tout cas sa zone industrielle inondable. Voilà, avec une nouvelle philosophie finalement qui est celle de jouer le jeu du fleuve et de pas le contraindre. Non, je pense que c'est une évidence. La priorité, c'est la sécurisation. Moi, j'étais là le 20 octobre 2000, quand la passerelle en direction d'Illars a été emportée. On faisait pas les malins, on était à 10 cm de la berge. Et puis, effectivement, on a une zone industrielle qui a été chiffrée. On peut donner un certain nombre de chiffres. C'est plus d'1,5 milliard de dégâts potentiels s'il devait y avoir une rupture de la digue. Donc, c'est évidemment d'importance. Dans le canton de Vaud, les CA est bien implanté. Question d'assurance, il commence un petit peu à flipper, si vous me permettez l'expression. Côté vaudois. Côté vaudois, les calculs ont été faits de chaque côté. Tout à fait. Ouais. Et puis aujourd'hui, avec cette première étape sur 1,5 km de digue sur les 20, la vingtaine que compte le Chablais, c'est une vraie première étape de sécurisation de la zone. Notre zone d'activité, c'est 5500 emplois. C'est quasiment la moitié du nombre d'habitants de la ville. Voilà, d'une importance qu'on peut dire stratégique avec d'autres sites d'activité du Chablais. C'est extrêmement important de pouvoir la protéger, respectivement de pouvoir débloquer certains projets, puisqu'il y a aujourd'hui un certain nombre de contraintes de construction, du nombre d'utilisateurs sur une parcelle. Et cette première étape de la magie, on va y venir, permet effectivement d'entrevoir le futur très proche, de manière plutôt clémente. Bon, ça fait 23 ans qu'ils en entendent parler, les riverains, on va même pas dire les Vaudois ou les Valaisans, les riverains. Ça va prendre combien de temps ces travaux? Alors cette première étape de travaux, c'est un peu moins de 2 ans. On est sur les grandes îles, sur le secteur d'Olon. Ce qui a été présenté aujourd'hui par le Conseil d'État vaudois. Alors, on est sur Olon, mais ça protège Aigle, parce qu'évidemment le fleuve avance. Et s'il y a une crue, c'est la zone industrielle d'Aigle qui serait inondée. Par définition, l'eau descend. Oui. Non, c'est vrai. Mais la MP Chablais, dans son ensemble, donc de l'Avey jusqu'au delta, jusqu'au lac, on parle vraiment de travaux qui vont aller jusqu'en 2040. On est en 2023, donc c'est dans cette temporalité qu'on s'inscrit. Et encore, il y a certaines finalités, je pense à l'Avey, je pense au secteur de Chessel, qui seront même entre 2040 et 2045. Donc on est parti, il faut le dire, aujourd'hui on est parti pour 25 ans de travaux. Il faut bien commencer à un moment donné. Bon, j'espère que les routes seront bien plates, parce que j'irai voir la fin des travaux avec mon teint-et-bain. dans quelques décennies. Merci à vous, Grégory Deveau, d'être passé dans cette émission qui se termine. C'est la première de la Foire du Valais. On se retrouve lundi, bien sûr, pour d'autres aventures ici à Martigny. Excellente soirée, bon week-end.